Frédéric Maget, le 28 juillet 2020, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, chez Colette. Bonjour Frédéric Maget, merci d'être avec nous. Bonjour Keren. Alors nous avons deux invités aujourd'hui puisqu'il y a vous et qu'il y a une invitée surprise dont on va parler dans un instant. Mais je voulais d'abord savoir comment vous vous sentez, Frédéric, et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à toute la période actuelle. J'ai du mal à répondre à cette question, en tout cas à mettre des mots justes, nets, comme aimait dire Colette, sur le sentiment que j'éprouve. En tout cas, si je devais le résumer, je dirais quand même inquiétude, c'est-à-dire un mélange d'attente, finalement, d'attente prolongée, et puis aussi de vigilance à l'égard de ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer dans l'avenir. Et donc, finalement, ce temps arrêté qu'a été le confinement est un temps suspendu encore pour moi, aussi en raison de la situation, bien sûr, de la maison de Colette. Mais ça n'empêche pas l'inquiétude d'avoir de l'espoir et de la combativité, bien sûr. Bien sûr. On va en parler dans un instant, mais avant tout, la littérature et l'écriture, elles font intégralement partie de votre vie. Est-ce qu'elles ont pris un sens particulier par ces temps incertains? La littérature ou l'écriture, sont des constantes depuis des années. Donc, la présence de Colette, pour revenir à elle, c'est une présence au quotidien. Donc, peut-être qu'elle se renforce du fait du confinement, ou notamment, évidemment, c'est un auteur très réconfortant, Colette, dans les périodes troubles ou les périodes d'inquiétude. C'est quelqu'un qui vous ramène à une sorte de vérité essentielle, à une forme d'immanence, c'est-à-dire au fait d'apprendre à profiter de l'instant présent, des beautés fugitives. Et de ce point de vue-là, Colette est d'une grande aide, comme beaucoup d'autres. C'est vrai que j'ai beaucoup lu ou relu, j'ai beaucoup picoré à droite à gauche, mais avec le sentiment quand même pendant cette période de confinement et la période qui a suivi d'ailleurs, de ne pas arriver jamais au bout d'une chose, si vous voulez. J'ai l'impression de temps très décousu, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup de choses, mais beaucoup de choses partiellement, souvent, incapable de fixer finalement mon attention de façon durable sur un texte. Alors Colette, qui est d'une certaine façon également présente avec nous aujourd'hui, vous l'avez découverte à l'adolescente, elle est devenue vraiment une compagnie fidèle depuis. Pourquoi elle vous a tant marqué et pourquoi vous la relisez, vous la redécouvrez inlassablement? Je pense que c'est le cas de tous les grands auteurs. Ce que je vais dire de Colette, on pourrait le dire de beaucoup d'autres, sauf que peut-être dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup d'autres qui ont ce type de compagnonnage particulier ou singulier avec un écrivain ou une écrivaine en particulier, ça prend une forme importante, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on retourne à Colette? Pourquoi est-ce qu'on retourne à Balzac ou à Proust? Parce qu'il y a dans ces textes une beauté, quelque chose qui nous révèle le monde d'une façon différente. Et comme je disais tout à l'heure, dans le cas de Colette, ce sont des textes qui nous remettent au monde, si vous voulez. Donc pour moi, Colette ou lire Colette, ce compagnonnage est lié à la façon dont Colette me ramène à des choses que j'aime tout particulièrement, la beauté des choses simples, le contact avec la nature, les plaisirs quotidiens, celui de la nourriture ou du vin dans le cas de Colette, et puis surtout l'amour de la langue, puisque Colette, c'est d'abord et avant tout ça, c'est-à-dire le goût du mot rare, le rythme de la phrase, ce texte qui d'un seul coup vous s'est capté et s'est ressuscité une impression, c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'œuvre de Colette. Et ce qui est la marque sans doute d'un grand écrivain ou d'une grande écrivaine, c'est le fait qu'on n'épuise jamais ces textes. Dans votre livre le plus récent qui lui est consacré, qui s'appelle Les 7 vies de Colette aux éditions Flammarion, vous citez à un moment donné Proust qui dit que les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus.
Aujourd'hui, on est un petit peu, tous avec cette impression d'avoir perdu un certain, paradis, d'avoir perdu certains repères, par ces temps, inquiétants comme vous le disiez. Colette aussi a été confrontée à cela, non pas au coronavirus évidemment, mais à la perte de ce paradis perdu qui est cette maison dans laquelle vous vous trouvez, actuellement. Qu'est-ce qu'elle incarne dans la vie et l'œuvre de Colette? On peut dire que la vie et l'œuvre de Colette sont nées ici, dans cette maison, et de la perte même de cette maison. Colette y est née donc, le 28 janvier 1873. Elle y a passé ses 18 premières années. Ce sont des années qui ont été essentielles dans sa formation sensorielle, émotive, affective, littéraire aussi, puisque la bibliothèque où elle a découvert la littérature se trouve juste à côté de moi. Et ça a été pour elle un lieu de bonheur immense. Elle a eu la chance de grandir auprès de deux parents qui étaient donc le capitaine Colette d'une part et la célèbre Sido d'autre part, qui étaient d'abord des parents qui s'adoraient, qui s'aimaient vraiment d'un amour presque adolescent. Il y a de très beaux textes de Colette sur ce sujet. Elle a eu donc sous les yeux quand même pendant 18 ans cette image d'un amour perpétuel et d'un amour éternel finalement, et aussi qui étaient deux personnalités tout à fait originales. En tout cas, elles étaient perçues comme ça pour l'époque. Sido tout particulièrement, puisqu'on sait qu'elle est revenue de Belgique, où elle avait été élevée auprès de ses frères, qui étaient des journalistes dans un milieu très avancé pour l'époque, avec des idées, on jugerait probablement avant-gardistes avec le recul. Et Colette va évidemment avoir la chance de grandir auprès de cette mère qui va lui enseigner à la fois la liberté, l'indépendance du jugement, l'indépendance d'esprit, et en même temps cette relation si particulière qu'elle entretient avec tout le vivant. Je ne vais pas dire simplement les animaux ou les plantes, c'est que pour Sido comme pour Colette, il n'y a pas vraiment de distinction. Et donc, lorsque, à l'âge de 18 ans, elle va devoir quitter cette maison, ça va être pour elle un traumatisme d'autant plus important que ce départ se fait dans des conditions difficiles, puisque le revers des idées très avancées de Sido et de son père, c'est qu'ils sont très mal perçus dans le village. Et cette mauvaise réputation des Collettes, on va leur faire payer très cher. Et en fait, les Collettes vont être plus ou moins chassés du village. Hein. Bon, ce sont d'abord les problèmes d'argent qui vont les amener à partir, mais il y a aussi évidemment une hostilité du village. Et pour Colette, ce départ est vécu comme une injustice d'une certaine façon, et on peut dire que lorsqu'elle est devenue écrivain à la faveur d'une succession de hasards, puisqu'on le sait, Claudine à l'école, publié en 1900 sous le nom de Willy, Colette ne pensait pas à écrire cet ouvrage, donc c'est venu dans sa vie un petit peu par hasard. Mais la première chose qu'elle a voulu faire, eh bien, c'est retrouver par l'imagination, par la littérature, ce paradis qu'on lui avait volé. Et finalement, ça va rester une constante de son œuvre, non seulement parce que la maison va revenir tout au long des 50 années pendant lesquelles elle va écrire, donc de 1900 à 1954, l'année de sa mort, mais aussi thématiquement. Hein, il faut penser que toutes les héroïnes de Colette dans les romans retournent vers leur maison d'enfance symboliquement. Pensez à Claudine, par exemple, dans La retraite sentimentale, elle revient à Montigny-en-Frénois, qui est en fait le double de Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans sa maison natale. Julie Carneillan, à la fin du roman, retourne également vers sa maison natale, et Colette le dit dans La naissance du jour, hein, tendre vers l'achevé, c'est revenir vers son point de départ. Et cette idée de Colette, finalement, d'une vérité essentielle qui est restée enfermée dans cette maison, dans ses jardins auprès de sa mère, est une idée qui est une des clés d'interprétation véritablement de l'œuvre et de la vie de Colette. Ce qui est important aussi, dans cette maison, c'est qu'elle a eu, 2 chambres dans lesquelles, elle a grandi. J'aimerais que vous nous en racontiez l'histoire puisque vous êtes actuellement dans la seconde chambre, mais il y en a une autre. Qu'en est-il? Alors, nous sommes ici dans la chambre d'adolescente de Colette, qui est célèbre en raison du papier peint qu'on voit derrière moi, papier peint bleuet sur fond blanc et gris ou perlé de gris, donc, dont on a retrouvé de larges fragments et qui a été refabriqué avec les mêmes techniques de l'époque par François-Xavier Richard, qui a créé une société absolument extraordinaire, l'atelier de Phare à Tours, qui recrée donc ces papiers peints anciens avec les mêmes techniques, donc des papiers peints à la planche. Mais cette chambre, Colette va l'occuper à partir de l'âge de 11 ans, donc de 11 ans à 18 ans.
Jusqu'alors, elle avait occupé une beaucoup plus petite chambre qui se situe au rez-de-chaussée, pas n'importe où, puisque cette chambre, qu'elle surnomme sa tanière enfantine, se trouve directement raccordée à la chambre de sa mère, Sido, par quelques marches, qui sont l'unique accès à cette chambre. Donc Colette, si vous voulez, dès qu'elle veut rentrer, dès qu'elle veut sortir, doit passer par la chambre de sa mère, parce qu'il faut dire que Sido entretient avec la petite dernière, donc Gabrielle, qui est la euh, quatrième enfant né donc de Sido, elle entretient avec elle des relations, on va dire, à la fois de fascination et d'appropriation. Hein. Minet chéri, joyau tout en or, chef-d'œuvre, merveille. De toute évidence, elle est fascinée par sa fille. Et c'est une fille qu'elle envisage comme un double d'elle-même. Hein. Toi, c'est moi. Et donc, Maître Colette, Gabrielle, puisque c'est son prénom, dans la tanière enfantine, juste à côté de sa chambre, c'était une façon de garder sa fille à ses côtés le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, on le sait, puisque quand Colette récupère cette chambre d'adolescente, qui est une chambre beaucoup plus vaste, avec deux larges fenêtres sur le village, plus confortable, elle a sa coiffeuse, sa cheminée, autant Colette, elle, est ravie de cette accession finalement, qui est une montée dans la hiérarchie, elle récupère la chambre de sa grande sœur, mais pour Sido, c'est un vrai traumatisme. Hein. Il y a un très très beau texte de la maison Claudine qui concerne justement ce traumatisme, qui s'appelle l'enlèvement, puisque Colette nous raconte que Sido eh bien, craint beaucoup parce que sa fille, qui lui échappe finalement une première fois en montant à l'étage avant de se marier et donc de lui échapper définitivement, ça provoque chez elle des cauchemars à répétition qui vont conduire, je ne vais pas révéler la fin de ce texte, mais une issue qui est très révélatrice. Alors, cette maison dans laquelle vous vous trouvez actuellement, dont vous êtes le directeur, a failli mourir à plusieurs reprises. Comment est-ce que vous l'avez fait renaître de ses cendres et pourquoi est-ce qu'elle est à nouveau menacée, mais menacée cette fois par cette crise du coronavirus? Donc c'est une maison que Colette a quittée à l'âge de 18 ans, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il se trouve que Colette en a fait un personnage récurrent de son œuvre. À tel point que lorsqu'elle a publié La Maison Claudine en 1922, il était évident pour ses lecteurs de l'époque que c'était un lieu fondamental, essentiel dans la vie et dans l'œuvre de Colette. Et c'est d'abord un de ses lecteurs, un soyeux lyonnais, François Ducharme, qui a racheté la maison en 1925 et qui en a redonné l'usufruit à Colette. Donc Colette a récupéré une première fois sa maison d'enfance, jusque dans ses dernières années, jusque dans les années 50. À ce moment-là, la maison a été vendue à un gardien qui avait été placé dans cette maison. Et nous, donc association à la maison de Colette, nous avons racheté la maison aux enfants et petits-enfants de ce gardien, donc il n'y a pas eu tellement de propriétaires dans le fond, au mois de septembre 2011. La maison était à l'abandon depuis une dizaine d'années. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, une situation d'indivision. Donc, les gens se regardent en chien de faïence, ne voulant pas entretenir, ne voulant pas payer. Donc, la maison commençait à se dégrader assez rapidement. Et donc, on a créé une association pour essayer de sauver la maison. Il y a eu un spectacle au Théâtre du Châtelet avec beaucoup d'artistes qui ont apporté leur soutien. La presse a largement couvert l'événement. Et donc, on a réussi à récolter des fonds suffisants pour pouvoir racheter la maison, puis ensuite mener des travaux de réhabilitation avec l'aide de l'État, de la région et du département, ce qui a conduit à l'ouverture de la maison donc au mois de juin 2016. La maison donc a ouvert au public, on accueille à peu près entre 15 et 17 000 visiteurs par an. C'est un voyage qu'on ne peut faire que de façon guidée parce qu'en fait la maison a été restaurée telle que Colette l'a connue, donc on rentre vraiment chez les Colettes comme s'ils venaient de s'absenter. Il y a un peu partout des bibelots, des livres, celles et ceux que Colette décrit dans ses textes. Et donc, on est obligé de rentrer par petits groupes. Hein. C'est une petite maison de village, finalement. Hein. Il y a des pièces assez petites. Et c'est la raison aujourd'hui qui risque de conduire à une mise en danger de la maison de Colette, c'est que la crise du Covid nous a contraints, comme beaucoup de lieux culturels, à fermer nos portes donc pendant 2-3 mois. Pendant lesquels eh bien, on n'a pas pu évidemment ouvrir nos portes et puis accueillir du public. Or, pour une structure comme nous, c'est particulièrement délicat. Pourquoi? Parce que nous sommes 100% privés, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de subvention publique qui aide au fonctionnement de la maison de Colette. C'est-à-dire que l'entretien, la conservation à la fois des jardins, de la maison, l'accueil du public, donc les guides qu'on va salarier jusqu'à la boutique, ne peuvent fonctionner qu'à partir des entrées, des ventes
ou des dons qu'on reçoit. Or, pendant 3 4 mois, il n'y a plus d'entrée, plus de vente, plus de dons. Donc, il y a eu une perte très, très importante. Et aujourd'hui, pour rouvrir la maison de Colette en respectant donc les consignes sanitaires, il faudrait qu'on accueille à peu près 2 à 3 fois moins de visiteurs dans nos visites guidées. Une visite guidée, c'est généralement une quinzaine de personnes, entre 15 et 20 en été en particulier, dans des pièces qui sont assez restreintes. Ici, c'est une pièce assez vaste, finalement, la chambre d'adolescente de Colette. Mais la chambre d'enfant de Colette, elle fait 12 mètres carrés peut-être. La salle à manger, pareil. La cuisine, pareil. Et tout ça est meublé. Donc, ça veut dire que si on voulait respecter un minimum de distance physique, en plus du port du masque obligatoire, eh bien, il faudrait avoir peut-être 4 5 personnes par pièce. Donc, vous voyez, on passerait de 15 à 4 ou 5, c'est-à-dire un tiers des visiteurs habituels. Or là, eh l'association n'est plus du tout en mesure d'assurer le fonctionnement normal de la maison de Colette. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui toujours fermé. Et on pourrait, si la situation perdurait, si aucune solution n'était trouvée, fermer définitivement nos portes. De ce point de vue-là, on est assez comparable à ce qui se passe principalement en Angleterre, où on a beaucoup de structures privées qui ressemblent un petit peu aux nôtres. Je pense à la maison de Jane Austen, par exemple. Je pense à Charleston aussi, qui ont lancé également un appel à l'aide en disant que effectivement les pertes étaient tellement importantes et la reprise tellement difficile que les structures n'étaient plus en mesure tout simplement de conserver les lieux. On a alerté les pouvoirs publics, l'État, puisqu'on est monument historique, on a le label Maison des Illustres, la région et leur département, en leur disant nous avons besoin de vous parce que sans vous, nous ne pourrons pas y parvenir. Fort heureusement, la Maison de Colette, c'est aussi toute une communauté de gens qui nous soutiennent, des lecteurs, des lectrices françaises, européennes. Il y en a beaucoup d'amis belges en particulier, de Suisses, mais aussi d'Américains, de Japonais, qui ont apporté leur soutien. Alors, ce sont évidemment, vous vous en doutez, des dons modestes, surtout dans des circonstances comme celles que nous vivons, où l'incertitude plane aussi sur la situation de chacune et de chacun. Mais donc, ce sont des gens qui vont peut-être donner 50 euros, 100 euros, hein, mais ça nous permet quand même de tenir. Mais vraiment, pour sortir de cette crise et passer ce cap, il va falloir et il faudrait que l'État, les collectivités nous aident parce qu'on ne peut pas y arriver seul dans les circonstances actuelles. Je tiens à préciser aussi qu'au-delà du lieu culturel et patrimonial, c'est aussi un lieu éducatif puisque vous accueillez des écoles tout au long de l'année, qu'il y a également des cours de cuisine, qu'il y a la découverte du jardin de Sido que vous avez véritablement reproduit à l'identique. Est-ce que c'est pas paradoxal qu'en 2020, un écrivain aussi important, ancré dans le patrimoine français, nécessite d'être sauvé à ce point-là? Comment vous répondre autrement que oui, bien sûr, c'est en tout cas, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, ça pose question. C'est-à-dire que lorsque la maison a été sauvée en 1927, 25 par ce vieux lyonnais François Ducharme, c'est le gouvernement français qui est venu placer sur la façade la plaque qu'on peut voir encore ici. Colette est née en 1954. Colette est la première femme en France et quasiment la seule d'ailleurs à ma connaissance à avoir le droit à des obsèques nationales. Donc lorsqu'on a parlé des femmes qui devaient rentrer au Panthéon, son nom a été évoqué. Donc elle incarne en France et je pense à l'étranger, la preuve avec le film de Wash Westmoreland qui est sorti en début d'année dernière, qui a popularisé l'image de Colette dans le monde entier. Il y a quand même très peu d'écrivains, hommes ou femmes, qui font l'objet de ce type de film hollywoodien. Ça prouve bien quand même ce qu'elle incarne aujourd'hui dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire des femmes. Et pour moi, c'est quand même une souffrance, une interrogation aussi, d'avoir à me battre pas à pas, presque quotidiennement, depuis maintenant 10 ans, parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a débuté cette aventure, alors que le public qui vient est conquis. Julia Kristeva dit justement que les maisons d'écrivains et la maison de Colette en particulier, c'est une initiation à la lecture. Notre travail ici à la maison de Colette, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'en visitant la maison natale de Colette, les gens feuillettent les livres au fur et à mesure qu'ils parcourent ces pièces, ils ouvrent des ouvrages. Quand ils sortent de cette maison, ils ont envie de redécouvrir Colette. Donc, nous, on est dans notre mission de passeurs. Donc, on n'est pas simplement des gardiens de la mémoire, on est aussi des passeurs de mémoire, justement.
Et je trouve regrettable qu'une association de passionnés soit obligée de se battre à ce point pour pouvoir faire vivre ce type de lieu, même si on le sait, malheureusement, dans le contexte, et c'est aussi une des raisons de mon inquiétude, ce sentiment d'inquiétude que j'évoquais tout à l'heure, on le sait, la culture, la littérature, dans ces périodes, sont particulièrement menacées, et la Maison de Colette en est un des symptômes. Alors, vous parliez de passeur et c'est vrai que cette image peut également être prêtée à Colette puisqu'elle est, la passeuse mémoire de sa famille, on l'a dit, qui est très présente, dans sa vie et son œuvre. Mais il y a également l'époque qu'elle traverse qui est omniprésente, notamment, on l'a peut-être oublié, mais à travers son travail de journaliste reporter. Elle disait, d'ailleurs à ce sujet: «Il faut voir et non inventer». Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait, elle-même pensé de la façon dont les médias sont en train de couvrir toute cette crise du coronavirus? Qu'est-ce qui l'aurait animée, elle, par ces temps, si particuliers? Alors, je me méfie toujours de ce genre de questions, c'est-à-dire je ne me hasarderai pas à dire ou à imaginer ce que Colette aurait fait. Je ne me sens pas, en tout cas, digne de le faire. Une chose est certaine, c'est que ce qu'on sait de la pratique journalistique de Colette, c'est quelqu'un qui aurait, si elle avait dû traiter la question du coronavirus, c'est quelqu'un qui n'aurait pas cherché à rester chez elle pour, en consultant des archives ou même des médias, pour essayer de composer son sujet. Elle serait allée, elle aurait été voir sa voisine peut-être ou quelqu'un au coin de la rue, elle aurait regardé, elle aurait observé, elle aurait su lire sur son visage, dans ses attitudes physiques, dans ses comportements quotidiens, les effets du confinement, aussi bien financiers que psychologiques. Et c'est ça qui faisait l'extrême force des reportages de Colette. Si on pense notamment à la Première Guerre mondiale, puisqu'on parle de situation de confinement, elle en a connu pour d'autres raisons, mais donc pendant la Première et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si on prend le cas de la Première Guerre mondiale, où elle a une intense activité de journaliste, on voit que c'est quelqu'un qui a tenu à rester à Paris pour être au plus près de son métier de journaliste. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a été extrêmement attentif à la vie des femmes à l'arrière, un sujet qui n'était absolument pas traité. Tous ses collègues masculins et féminins, pour certaines, se dirigeaient ou voulaient aller vers le front, où souvent ils ne pouvaient pas avoir, donc essayaient de faire des papiers avec des informations qui leur revenaient de droite et de gauche avec les risques de manipulation. Et elle a dit non, non, moi, ce n'est pas mon sujet, c'est pas ma matière. Moi, ma matière, c'est le réel. Et le réel, c'est ce que je vois au quotidien, c'est-à-dire ces femmes qui continuent à vivre, qui essayent de vivre, qui essayent de survivre, qui s'arrangent avec ce quotidien. Et le témoignage qu'elle a apporté sur ces années de guerre est un témoignage irremplaçable. Donc, je pense qu'elle aurait apporté un témoignage absolument irremplaçable, non pas égocentré, mais un regard sur le monde à hauteur d'homme ou à hauteur de femme. À hauteur de femme et justement, elle a révolutionné aussi, son statut, de femme. Pour l'époque, elle était, complètement, avant-gardiste. Or, on voit aujourd'hui, hélas, qu'un petit peu partout, dans le monde, la condition et les droits des femmes, ont tendance à régresser dans le monde. Vous, vous êtes aussi, très attachée à cette cause-là puisqu'en 2012, vous avez fondé le FIEF, qui est donc le Festival international des écrits de femmes. En quoi est-ce que c'est fidèle, à l'esprit de Colette et qu'est-ce que vous avez appris, de toutes ces femmes écrivains, toutes ces femmes, historiennes ou scientifiques? C'est l'exemple de Colette. Vous rappeliez que j'ai découvert Colette dans l'adolescence. Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'extraordinaire génie littéraire face auquel j'étais et la place qu'elle occupait dans les manuels de littérature que j'avais au collège ou au lycée, ou même dans l'image qu'on en donnait. Et je me suis rendu compte, puisque je m'intéressais à cette époque-là également à une poétesse qui restait importante dans ma vie, qui est Marceline Desbordes-Valmore, c'était exactement le même cas, c'est-à-dire des gens ou des femmes qui étaient reconnus de leur vivant par les contemporains comme de véritables génies. Rappelons quand même que Marceline Desbordes-Valmore était célébrée par Rimbaud, par Verlaine, par Mallarmé, par Baudelaire, par Balzac. Quant à Colette, je pourrais dire qu'elle était célébrée par Proust, par Cocteau, par Mauriac, par
par tous les grands écrivains de son temps. Et malgré tout, malgré cela, eh ben, leur place dans les manuels ou dans l'histoire littéraire est extrêmement ténue. Et encore, Colette s'en sort plutôt bien parce que si vous commencez à les regarder à côté, vous apercevez qu'il y a des figures de femmes, y compris des grandes contemporaines de Colette, qui ont complètement disparu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, notamment grâce aux travaux de Michel Perrault, grâce aux travaux de Christine Planté, de Martine Reid, à quel point c'était en fait systémique. C'est-à-dire que être une femme écrivaine était un handicap pour rentrer dans la postérité littéraire. Et que voulez-vous, c'est peut-être cette âme d'adolescent qui m'est restée, mais cette injustice flagrante m'a donné envie de faire quelque chose qui est très modeste, hein, puisque le Festival des écrits de femmes a lieu à Saint-Sauveur-en-Puisaye chaque année au mois d'octobre pendant 2 jours et demi, c'est pas grand-chose, mais pendant ces 2 jours et demi ou ces 2 jours, on réunit des écrivaines, des spécialistes, des universitaires, des journalistes, des comédiens, des comédiennes, pour essayer autour d'un thème à chaque fois différent de mettre en lumière tous ces destins de femmes absolument extraordinaires et de donner envie aux gens qui viennent assister à ce festival de redécouvrir ces auteurs et de faire aussi, ça c'est important, un pont entre les grandes figures du passé et les contemporaines. Parce que c'est vrai que quand on regarde la situation aujourd'hui, on se dit, mais bah, ça y est, la situation est réglée. Aujourd'hui, je crois que dans la production romanesque française, les femmes, c'est 60% à peu près de la production de romans, donc elles sont majoritaires. Mais là encore, on voit bien que lorsqu'on passe du côté de l'histoire, notamment dans les manuels d'histoire de littérature contemporaine, les femmes n'occupent plus que 20%. Donc le principe est toujours actif, si je puis dire. Et donc les remèdes, le FIEF, c'est une tentative de résistance à cette volonté d'invisibilisation ou d'effacement de la présence des femmes. Et Colette, pour moi, a été le guide de ce point de vue-là, qui m'a permis de prendre conscience de ce processus d'effacement et de me donner aussi envie de dire aux gens, lisez ces femmes, aux éditeurs, publiez ces femmes, parce que évidemment la difficulté c'est que beaucoup de leurs textes ne sont pas disponibles. Mais il y a en même temps il y a un côté positif, c'est qu'il y a tout un champ à redécouvrir, à la fois de recherche, d'édition. Et moi, à chaque fois que je vais au Festival des écrits de femmes, je suis le premier spectateur du festival. C'est-à-dire j'ai envie d'apprendre et c'est toujours une joie pour moi de rencontrer aussi bien les spécialistes que les écrivaines qui viennent partager une part de leur œuvre et de leur parcours. Alors Colette, elle est aussi le guide d'autre chose, quelque chose qu'elle a célébré tout au long de sa vie, à savoir la liberté. Elle écrit d'ailleurs Être libre, je parle tout haut pour que ce beau mot décoloré reprenne sa vie. Ça signifiait quoi pour elle d'être libre dans sa tête et dans son corps? Être libre pour Colette, elle l'a dit, c'est d'abord faire ce que je veux. Elle l'a dit assez tôt dans sa vie. Après le mariage avec Willy, où elle s'est plutôt comportée, on va dire, comme une femme de son temps, c'est-à-dire inscrite dans un carcan matrimonial. Une fois qu'elle s'est libérée de ce carcan, elle a voulu véritablement faire tout ce qu'elle voulait. Et elle l'a fait tout au long de sa vie, aussi bien à l'égard de la société de son temps, que d'ailleurs de ses pairs, de ses lecteurs, ou même de sa famille. Il faut s'imaginer que quand Colette s'est lancée dans le journalisme, sa mère lui expliquait que c'était la mort du romancier, qu'il ne fallait pas se lancer dans le journalisme parce qu'elle n'allait plus se consacrer à son œuvre. Quand elle a ouvert son magasin de produits de beauté, elle a reçu des lettres de ses lecteurs, de ses lectrices, de ses confrères qui disaient mais comment, chère Colette, vous salir dans le commerce, ces produits de beauté, qu'est-ce que vous faites là? Et à chaque fois, elle a eu la même réponse, c'est je veux faire ce que je veux et j'entends ce que vous voulez dire, mais toute ma vie, j'ai voulu le faire et elle l'a fait. En matière professionnelle, je sais qu'elle a eu beaucoup de professions, en matière littéraire, Cocteau disait qu'elle avait fait l'école buissonnière, c'est vrai, dans un demi-siècle qui a été très fervent de théorie littéraire, d'embrigadement littéraire, d'école et de chapelle, Colette est une figure tout à fait indépendante de ce premier demi-siècle de littérature. En matière sentimentale ou amoureuse, puisque vous le savez, elle a eu 3 maris, elle a eu
des amants plus jeunes, plus vieux, elle a eu des maîtresses aussi, et elle a fait tout ça avec, non pas naturel, parce que c'est un mot qu'on emploie souvent à son propos qui ne me paraît pas juste, mais en tout cas avec une spontanéité et avec effectivement une liberté qui, évidemment, a beaucoup impressionné ses contemporains et qui continue aujourd'hui à nous impressionner. Et vous l'évoquiez à l'instant, la libération de Colette est beaucoup passée, en tout cas après la séparation de Willy, par la libération de son corps, et notamment par l'exercice du mimeodrame, puisqu'en quittant Willy, Colette a pu réaliser un projet, un rêve qu'elle avait depuis qu'elle était enfant, qui était de se lancer sur scène. Elle est devenue mime. Et quand on regarde les photographies de Colette avant cette période, donc pendant la période de Willy, et les photos pendant la période de mime, on voit à quel point cette expérience de la scène a été une expérience libératrice. Elle a retrouvé possession de son corps charnellement, sensuellement, et les photos, c'est vrai, de Colette, pas simplement la photo de la chair où elle dévoile un sein nu sur scène, mais toutes ces photos disent aussi une extrême liberté, une présence de Colette dans son propre corps. Et on le sait, hein, le corps des femmes, pendant tout ce premier demi-siècle, était un corps sous contrôle. Hein, ça se penser au corset, bien sûr. Et Colette est une femme qui a aussi libéré son corps, et notamment des contraintes déjà des régimes, hein, puisqu'elle aimait beaucoup fustiger les chevalières de la biscotte. Alors ces photos, on les retrouve également, dans votre livre puisqu'on la voit, grandir, tout, au fil des pages de la petite fille, ravissante à la vieille dame qu'elle va, devenir. En ces temps de Covid justement, ben, on remet, à l'avant-plan la maladie, la vieillesse, la douleur et la mort. Qu'est-ce que Colette disait à ce sujet? Comment est-ce qu'elle s'est perçue en tant que vieille dame? Alors sur la question de la mort, ça je peux répondre tout de suite, hein, la mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus. Alors ça a été une constante de Colette. Il m'arrive de dire parfois, c'est peut-être un peu grossier ce que je vais dire, mais que dans la littérature, on voit que finalement les écrivains face au gouffre qui nous attend, si je peux dire, et à notre fin commune, ont des attitudes qu'on peut répartir en deux groupes. Il y a celles et ceux qui vont faire face finalement à ce gouffre, parfois même s'y perdre et affronter, y compris métaphysiquement, cette angoisse de la mort, la question de l'au-delà. Et puis, il y a des écrivains qui se détournent pour revenir à leur présent, à ce qu'ils ont sous les yeux d'immédiat, en oubliant, en essayant de ne pas penser à cette fin commune. Et Colette fait partie de cette famille-là, c'est-à-dire des écrivains qui sont les chantres de la vie et qui célèbrent la vie et la présence au monde. Sur la question de la vieillesse et de l'âge, Colette est probablement une des écrivaines de son temps, une des premières qui a pris véritablement à bras le corps, si je puis dire, bras de plume, en tout cas au bout de sa plume, la question du corps vieillissant de la femme, et ceci très tôt. Hein, si vous prenez un roman comme Chéri ou La fin de Chéri, donc Chéri, on est en 1920, hein, Colette invente, je crois que je le dis d'ailleurs dans l'essai de Colette, elle invente la femme de 50 ans les romanciers ou les romancières ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Et elle accepte justement, d'où l'image du miroir, qui est une image très importante chez Colette, elle accepte que son héroïne et elle-même se mettent face au miroir et acceptent dans leur corps, dans leur être, les marques de l'âge et du temps. Et ça va prendre évidemment une forme particulièrement frappante et je dois dire assez extraordinaire dans les deux derniers ouvrages de Colette, L'Étoile Vespère et Le Fanal Bleu. Il faut imaginer que donc 1946-1949, on est donc après la Seconde Guerre mondiale. Colette est déjà immobilisée par l'arthrose donc dans son célèbre Lirado du Palais Royal. Elle souffre beaucoup, elle souffre énormément, elle va essayer toutes sortes de traitements. Et ce qu'elle dit finalement dans ces deux derniers ouvrages, c'est une sorte de manuel de savoir bien vieillir. C'est-à-dire ce qu'elle donne comme leçon, et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire c'est chez cette femme qui pourtant souffre le martyre, c'est que ce qu'elle nous dit, c'est que même dans la souffrance, même dans la maladie, même dans la vieillesse, on peut continuer à apprendre, on peut apprendre de sa propre infirmité. Et cette infirmité peut aussi être
une nouvelle façon d'appréhender le monde et de continuer à s'émerveiller. Colette l'a dit quelques semaines avant de mourir dans un discours qu'elle avait livré à des étudiants venus voir Le blé en herbe qui sortait sur les écrans. Vous attendez de moi que je vous livre quelques leçons. Sachez que l'expérience ne sert à rien. Le monde m'est nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. Cette perpétuelle capacité chez Colette à se renouveler, à changer, à renaître au monde chaque fois, dans le regard qu'elle porte sur les êtres, sur les choses qui l'entourent, est une chose absolument extraordinaire. Et il faut relire ces deux ouvrages, Le Fanal bleu et L'étoile Vespère, qui sont de formidables leçons de vie et aussi de formidables leçons de littérature, parce que ces textes contiennent des pages absolument merveilleuses et extraordinaires qui montrent ce qu'un talent d'écrivain arrivé à cette acmé, si vous voulez, est capable de donner. C'est-à-dire que une feuille qui passe à travers une fenêtre, une sonnerie qui résonne dans un couloir, d'un seul coup devient, par la magie de l'écriture, un moment absolument extraordinaire. Et ce sont des livres que j'aime beaucoup. Il m'arrive très fréquemment d'ouvrir au hasard ces deux textes qui sont assez inclassables, hein, parce que ce ne sont pas des journaux intimes, ce ne sont pas des autobiographies, ce ne sont pas des mémoires, c'est vraiment une écriture très en liberté, à Sceaux et à Gambade, aurait dit Montaigne. On est émerveillé à chaque fois. Quel regard, quel style, quelle leçon pour tout le monde. Cette force de vie est effectivement, contagieuse, que ce soit, en relisant ses œuvres, en lisant aussi, les livres que vous lui avez, consacrés, dont le dernier, en visitant cette maison dont on peut, tellement, s'imprégner. Dernière question, Frédéric, vous parliez là tout à l'heure de dons. Comment est-ce que nous, simples lecteurs ou admirateurs, de Colette, on peut contribuer peut-être à notre petit niveau à sauver la maison aussi? Alors, il y a une page sur notre site internet, donc le site c'est maisondecolette.fr, et quand on arrive sur la page d'accueil, il y a un onglet Nous soutenir. Donc, vous avez dans cet onglet toutes les informations pour celles et ceux qui souhaiteraient nous aider en faisant un don qui est déductible des impôts pour ceux qui veulent nous aider. Mais nous aider, c'est aussi faire parler de notre mobilisation. Donc, on est assez présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram ou Twitter. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur ces pages, à aimer les publications, à les partager, à nous faire connaître. Et puis, je l'espère, dès que la maison aura pu ouvrir ses portes à nouveau, venez visiter la maison de Colette, parce que la meilleure façon de soutenir la maison, de soutenir la mémoire de Colette, c'est de venir là où pour elle tout a commencé. Merci beaucoup Frédéric Maget pour, ce beau témoignage et puis surtout portez-vous bien. Merci beaucoup, merci Karen. Au revoir. Au revoir.